Salut, on va parler de collaboration, de haut de page, de scénario bande dessinée, de flamand et de disques. Voilà. Allez, journal du Geek Belge du 28 mars 2021, c'est parti. Je reviens 2 secondes sur Foufi que je vous avais présenté la semaine d'avant. Donc, Foufi fait par Kiko, un dessinateur égyptien qui a émigré du temps de Nasser pour atterrir finalement en Belgique, qui a été recueilli notamment par Franquin, qui l'a aidé à rentrer dans le journal Spirou, qui a aidé en fait pour qu'il y ait des albums qui sont sortis. Seulement, l'éditeur n'a pas soutenu cette BD qui était vraiment charmante, vraiment le côté mille et une nuits vraiment mignonne. Donc voilà, il n'y a eu que des albums en 68. Il a vivoté en faisant de la pub pour Milky Way, notamment pour les glaces Mota. J'ai lu ça sur Wikipédia. Et il y a eu quelques albums par des éditeurs pour un très 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 restreint public 16 ans après. Donc voilà. Et en fait, Foufi avait commencé euh, dans cette collection-là éphémère, enfin éphémère, qui n'a pas duré longtemps chez Dupuis, donc des albums pour les tout petits, donc livres illustrés. Donc voilà, Kiko est toujours extrêmement généreux dans les détails, c'est vraiment charmant. Avec une histoire ouais, qui plein ouais, de charme des mille et une nuits, hein, je me répète, tant pis. Donc j'avais réussi à trouver celui-là et celui-ci. C'est très dur à les trouver. Donc j'ai eu la chance d'en trouver 2 sur 3 qui existent, je crois. Voilà, puis un petit tour et puis s'en va. Ça aurait... Ouais, ça valait largement d'autres de BD. Mais bon, les éditeurs ont leur tête, ils ont leurs préférés, et ceux qui n'aiment pas trop, et ben, malheureusement, Kiko n'a fait pas partie de ces gens-là. Autre belgerie de l'époque, on va parler d'une collaboration improbable entre ce dessinateur-là et ce dessinateur-là. Voilà, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire ensemble. Ce dessinateur-là d'un dessin très très classique, réaliste un peu à la Alex Raymond, qui pendant des années, dans les années 60, a fait une BD qui s'appelait Michel et Thierry sur des modélistes de jeunes garçons qui faisaient des petits avions en modèle. Une série qui n'a jamais marché, qui a eu un seul album et puis fini, quoi. Et c'est ouais, je crois que c'est vers 68, quoi. Il était un peu au milieu de nulle part. C'est un peu comme Lambil avec Sandy et Opie, hein. C'était des piliers du journal sans bénéficier d'albums. Un peu pareil pour Daliège, qui a commencé très tôt, Bobo, avec Rosie. Donc un dessin un peu... ouais, pas réaliste du tout, quoi. Le plus pur style Gronet, où là, Bobo, c'est un prisonnier dans une prison telle que on l'imagine de manière caricaturale, avec
le costume de bagnard, qui va s'évader de la prison qui s'appelle In the Pocket. Voilà, et il va y avoir bien plus tard des albums, parce qu'au départ c'était sous forme de mini-récits à monter soi-même de cette taille-là. Et, euh, et bon, bah, j'ai envie de dire, les deux étaient ouais, dans une époque de transition, ça n'allait pas. Et ils vont faire une collaboration improbable, imaginée sur un scénario de Daliège, qui va s'appeler les Crostons. Alors les Crostons, c'est ces petits personnages-là, ouais, des petits êtres malfaisants, sale caractère, et tout le truc incroyable. Déjà, c'est l'auteur, c'est Max Ariane, qui n'existe pas. C'est Piroton et Daliège qui sont là. Et ça raconte l'histoire d'un dessinateur de BD qui est en recherche de personnages. Donc on se base sur une histoire plutôt réaliste. Et un de ces gamins arrive avec une feuille de dessin avec 3 petits personnages. C'est vraiment ce qu'il cherchait pour sa série dans le journal Spirou. Et il va avoir la mauvaise idée de recopier donc ces personnages-là. Et en fait, les personnages sortent du papier, ils vont reprendre vie et ils vont menacer ce dessinateur de BD en faisant des méfaits de plus en plus graves contre lui. Et jusqu'à essayer de l'assassiner, quoi. Et donc, cette histoire, ouais, elle est un côté, je sais pas, surréaliste, fantastique. Et donc, Piroton va pas aller plus loin parce que, avec l'aide de Tillieux, il va lancer Jess Long, qui est cet enquêteur du FBI. Et les Crostons, bah, c'est pas l'intérêt particulier, enfin primordial de Daliège qui va privilégier Bobo. Il en fera de temps en temps, mais uniquement avec les Crostons et tout seul. Donc ça a été une collaboration unique, mais une histoire ouais, assez fascinante quand même. J'ai bien aimé, quoi. Et donc, eh ben, sur Vinted, je suis tombé sur une personne qui vendait à un prix raisonnable 2 albums des Crostons. Donc, je montrerai ça quand je les aurai reçus. Parce qu'il y a eu, je sais pas, 3, 4, 5, je sais plus, d'albums par Dupuis. Après, bon, ben, repris peut-être par des mini éditeurs, mais pas plus, quoi. Un peu de musique avec les B-52s, groupe américain, euh, au choucroute improbable de fin 70, juste après le punk, avec un côté pas mal partie instrumentale, et ouais, c'est bien rigolo. Donc, l'album le plus connu, c'est celui-là avec Planète Claire. Euh, J'avais réussi à trouver celui-ci, qui a été produit par David Byrne des Talking Heads. Bon, à part cet album-là qui a fait qui a fait parler d'eux. Après, ça s'est bien calmé. La dernière chose qu'ils ont fait, c'était Love Shack, qui a été un succès. Et après, malheureusement, le chanteur est mort. Et voilà. Donc, autre
autre album avec pas mal d'instrumental, c'est ce truc-là que j'ai trouvé par hasard, dans le doute. Enfin, il était vendu 3 francs 6 sous, donc dans le doute, je l'ai pris. C'est une collaboration avec quelques personnes de Cocteau Twins, je crois. C'est dans le label 4AD. Alors, Cocteau Twins, j'ai un peu de mal, moi. C'est bon, c'est de la bonne new wave, pas trop énervé, hein. Et bon, bah, cet album-là, j'ai accroché. Il y a des grosses parties instrumentales ambiantes, je dirais, hein, pour ce que j'en connais. Donc, pas grand-chose. Mais cet album-là, j'ai bien accroché. Bon, je voulais me mettre un peu au régime des trouvailles, mais j'avais envie de me balader, donc forcément, voilà. J'ai trouvé donc The Expanse le 7, donc c'en est à 7, à ce qui paraît aux dernières nouvelles, ça finirait au 9, ouf, parce que quand même, à chaque fois, c'est ouais, le mythe du gros pavé. Dans les. Ouais, celui-là fait 600 pages. Bon, oh la vache. Et un peu de régime, les mecs, hein. On peut faire des très bonnes histoires en 300 pages, hein. Mais bon. Donc, bah, c'est The Expanse. Donc, ça, c'est le premier en poche. C'est ce qui m'a vraiment. J'ai envie de dire, le livre hameçon qui m'a vraiment remis dans la science-fiction. C'était ouais, bien excitant, bien sympa. Et j'étais dans une période où je n'arrivais plus qu'à lire de la BD. Et c'est Ariok qui m'a mis ça dans la main. Donc si je bouffe autant de livres en ce moment, c'est à cause de toi, Ariok. Sale bête. Donc voilà. Donc le 1. Donc ça c'est le 7 que j'ai trouvé. Donc après j'ai trouvé le 2, hop, le 3, le 4, le 6 et donc le 7. Voilà. Alors vous imaginez, c'est ouais, gros 24 euros, 24 euros le bouquin. Donc imaginez, il faudrait mettre, pour pouvoir avoir l'histoire entière, parce qu'elle va finir par se finir, quoi, j'espère, hein. Il va falloir mettre 200 euros pour avoir une histoire. Bon, c'est chouette, c'est de la science-fiction, du space-op, avec plein de trucs, on s'attache facilement aux personnages. C'est tout fait pour, hein. Je veux dire, ça a été prévu aussi comme une série télé, parce que c'est un James Corey, c'est le pseudo de deux auteurs, dont un qui est un collaborateur de R. Martin, qui a fait la fameuse série que je n'ai vue qu'un épisode et un quart d'heure de l'épisode, hein. Vous n'allez pas me sortir, vous n'allez pas me lapider pour ça, mais bon, voilà. Donc, si vous avez bien vu, hein, si vous avez suivi, donc j'ai le 1, le 2, le 3, le 4, le 6 et le 7. C'est-à-dire que j'ai pas le 5. J'ai lu les 4 premiers. J'ai trouvé le 6, comme ça suit, bah, je vais pas le lire, il manque le 5, quoi. J'ai un trou. Et donc 6-7, ouais, tout content, quoi. Je les ai trouvés pour pas cher et tout, mais je suis coincé, quoi. Il manque les 5. Voilà, c'est terrible, hein. C'est comme ça, acheter en occasion, parce que bon, je vais pas mettre ce prix-là, hein. Nettement plus modeste et bien moins cher. Brussolo, j'en ai entendu parler, j'en avais jamais lu. J'ai un copain qui me parle de cette histoire improbable.
Et je sais plus si c'est lui, si c'est toi Joël qui m'a offert ce bouquin-là. Hein, c'est les doublons, ça se refile aux copains. Ça c'est chouette. Là c'était mon tour. Et donc Crash Béton, histoire improbable, scénario. On dirait une bande dessinée, comme on disait. Ouais, effectivement, quand on songe à l'histoire, il y a toute une histoire improbable qui serait résolue si on avait appelé les autorités. En gros, l'histoire, c'est un mec qui tombe dans une espèce de traquenard parce qu'ils viennent livrer des chats blancs à colorier. Non, déjà ça. Et ils, vont, ils vont les livrer à une station balnéaire qui est isolée du reste du monde, on se demande bien pourquoi, où ils ont des baleines domestiquées qui ont comme des problèmes de calcul, qu'elles éjectent avec leurs évents, là, avec l'eau, et donc ça s'accumule sur la station balnéaire qui va se retrouver envahie par ces pierres rondes. Et il y a toute une histoire comme ça. Le maire de la station balnéaire veut pas que sa ville soit sinistrée et séquestre tous les gens qui sont là. Donc les vacanciers, les commerçants. Et il va se former une espèce de société en vase clos. C'est complètement délirant, c'est bien rigolo. Mais bon, ouais. Moi, je serais maire, j'aurais appelé les autorités et ça aurait été réglé rapidement, quoi. Sauf que là, bon, bah, non, ils font pas ça. Il y a un petit truc pas logique là-dedans, mais bon, ça se lit bien. Bah, j'ai apprécié, quoi. Puis ça se lit vite, hein, je veux dire. Et je vais vous parler d'un temps que des non-lecteurs de Spirou ne peuvent pas connaître. Donc, je replonge dans les Spirou. Je vous montre un peu le contexte, parce que c'est ça. Donc Spirou dans les années 80, c'est moyen. Hein. C'est comment ça s'appelle des séries classiques pas si bonnes que ça, des rééditions de vieilles séries, des trucs assez moyens, des trucs plus sympas. Ça dépend lesquels. Et mais à cette époque-là, il y a deux trublions qui s'appellent Yann et Conrad et qui franchement font dans l'humour cynique et vraiment franchement moqueur. Alors déjà dans leur série, qui a une ambiance et puis en plus non Conrad pardon, le dessinateur, un dessin vraiment superbe. Euh, Franchement, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite adhéré dans Spirou. Et Yann fait des histoires assez mordantes. Et ils vont s'occuper de l'animation des hauts de page. Alors, qu'est-ce qu'un haut de page? Le haut de page, voilà, et cette bande blanche. Et dans le journal Spirou, eh ben, ils vont faire des petits trucs, ouais, des petites animations. Euh, bah, Jusque-là, c'était anodin, jusqu'à ce que Yann et Conrad s'en mêlent. Et là, ça va se foutre de la gueule de la page qui est en dessous. C'est terrible. Euh, Et certains
certains, ça va être assez mortel parce que ça va ouais, dénoncer le côté bah, franchement pas terrible de la BD qui est en dessous, quoi. Donc là, c'était Mitei qui adaptait les lettres de mon moulin, un truc ouais, plutôt bateau, quoi. Et donc là, ils se moquent du dessinateur, ils en font une critique cinglante, et bah, ils vont se faire beaucoup d'ennemis, beaucoup d'ennemis. Ça va durer, je sais plus, à peu près 2 ans, quoi, jusqu'à ce que effectivement, ben, comme on leur demandait de se calmer, ben ils en rajoutaient une couche au contraire. Et il va arriver ce qui doit arriver. Tiens, un croston là, au passage. Et ben, voilà, là d'autres animations qui étaient franchement anodines. Il va arriver qu'ils vont se faire mettre à la porte. Et en tant que lecteur, moi j'ai adoré, quoi. C'était c'était franchement drôle. Et des fois, bon, bah, les gags étaient. Ils en faisaient des gags. C'était en direct avec la BD. Et je dirais, bah, je sais pas, 20 ans plus tard, a été édité un recueil de ces hautes pages. Voilà. Alors, moi qui l'ai lu à l'époque, qui recevait chaque semaine le journal Spirou, je trouvais ça extrêmement drôle. Et là, franchement, c'est hors contexte. Ok, ça nous permet de les voir. C'est pas intégral en plus. Hein. Il y en a plein que je suis en train de feuilleter, que j'ai pas revu dans ce recueil. Euh, oui, c'est hors contexte. Et bon, bah, le fait d'avoir imprimé ce bouquin-là, ça pouvait intéresser que moi et que des lecteurs du journal Spirou de l'époque. Alors, un des intérêts, c'est que là, bon, bah, ça a été, le journal est repris en recueil et souvent est massicoté, donc coupé pour que ça fasse bien droit. Et certains hauts de page comme ça se retrouvent découpés, quoi. Donc moi, en joli bouquin comme ça, ok, bah, j'ai craqué. Hein. Fallait l'acheter neuf parce que ça a dû être un tirage très très petit. C'est vraiment un livre de niche, quoi. On peut pas appeler ça autrement, quoi. Voilà, c'était la curiosité belge à vous montrer. Une de plus. Bon, j'ai cédé à la facilité, donc Hendrix. Hendrix, bah, est-ce on doit te présenter? Je sais pas. Tout a été sorti de Hendrix, tout et n'importe quoi, même ce truc-là qui est à la limite ouais, du piratage, quoi. Je veux dire, alors, je sais même plus ce que c'est. C'est soit des bouts de concert ou soit euh, avant sa carrière solo où il était ouais, deuxième guitariste de Little Richard ou des trucs comme ça. Enfin, ils ont sorti tout ce qu'ils pouvaient sur Hendrix. C'est fou, quoi, parce que de son vivant, il a rien sorti et une fois qu'il est mort, mais ça a été ouais, une diarrhée de disques, quoi. Donc voilà, donc ça c'est le premier album de Hendrix, donc avec des classiques comme Foxy Lady. Hein, mais il y a eu avant quelques 45 tours, des 45 tours 4 titres, des 2 titres, et qui manquent cruellement dans cet album-là, quoi.
Donc on avait Electric Ladyland. Il me manque Axis Buzz Love. J'ai réussi à trouver celui-ci aussi. Et puis, après les ayants droit de Hendrix, on fait le ménage, parce que tout était sorti de n'importe comment, enfin c'était réenregistré, réorchestré, toutes les chutes de studio étaient transformées, et ils ont fini par faire un album le plus fidèle possible, virant tous les albums dits posthumes, qui étaient, ouais. Donc ils préparaient un album, et donc ils ont fait celui-ci qui remettait les choses en place, quoi. Donc, mais à l'époque du vinyle, donc il y avait des 45 tours qui n'étaient pas repris en album. Et bah, j'ai trouvé cette compile un peu de l'époque. Alors, ça doit pas être une première édition. C'est dans une collection super groupe. Waouh! C'était ouais, la promo des années 70. Quand on la regarde avec nos yeux de maintenant, c'est assez rigolo, hein. Avec une magnifique illustration. Oh la vache, quoi, quelle horreur. Moi, je déteste. Jimi Hendrix, chant américain, waouh! Avec les albums sortis à l'époque, mais avec leurs pochettes françaises, parce qu'ils faisaient des pochettes uniquement en France. Donc celui-là correspond à celui-ci. Voilà. Ça doit être la pochette normale anglaise. Enfin, ça sera la pochette internationale. Mais chez Barclay à l'époque, parce que c'était chez Barclay, ils avaient leur propre pochette, et voire même une pochette, je dirais, qui respecte une censure, parce que Electric Ladyland, la version anglaise, c'était toute une flopée de femmes nues avec juste une photo de Hendrix, quoi. Et donc là, c'est une compile Greatest Hits, hein. Mais pour l'intérêt de l'époque, c'est qu'il y avait les 45 tours qui étaient pas repris en album. Donc il y a une partie qui viennent des autres albums, hein, plus des inédits à l'époque. C'était l'intérêt d'avoir ce disque-là. Bon, comme d'habitude, j'arrive pas à faire une vidéo courte, bah tant pis. Là, je vais passer donc à Berck. Je vais parler de lui. Donc, c'est un dessinateur flamand. Donc, je crois qu'il parle difficilement. Il parlait difficilement le français, hein. Ça lui a mis quelques bâtons dans les roues dans le milieu de la bande dessinée. Il commence chez Tintin, avec notamment Strapontin, et puis l'autre c'est Rataplan. Il bénéficie d'un scénario au début de Goscinny, qui travaillait pour le journal Tintin, qui avait fait Papa. Et puis bon, mais il y a eu la création du journal Pilote, où Goscinny a fini par se consacrer entièrement, et a laissé à d'autres le scénario qu'il faisait chez Tintin. Donc Berck s'est retrouvé avec d'autres scénaristes. Ça n'a pas gagné au change, hein, parce que c'est pas génial, hein. Non. Même moi qui suis assez bon public, c'est c'est dur à relire, hein. C'est plus que naïf, et c'est pas génial. Mais ouais, c'est ce dessinateur-là.
Je sais pas, j'aime bien son dessin, quoi. Même si c'est, on peut pas faire plus belge flamand, je dirais. Là, c'est un côté, ouais, très très simple qui va enrichir par la suite. Là, toujours pareil, hein, j'ai lu cette histoire-là, je les ai découvert ces albums-là, ça, ça laisse pas un grand souvenir, hein. Et puis bon, il est pas, je crois que l'auteur est pas bien chez Tintin. J'ai pas regardé ça de très près, mais c'est ce que j'ai compris. Il a fait un passage à la Libre Belgique, je crois. Donc c'est un dessinateur qui dessine très très vite, qui a une énorme production. Et donc il fait d'autres séries. Celle-là, c'est sur un, comment ça s'appelle, un homme préhistorique des cavernes qui se retrouve en gros je dirais que ça se passe dans les années 30 ou un truc comme ça. Je suis pas bien sûr, mais bon, c'est pas inoubliable non plus. Il va partir au journal Spirou avec un autre transfuge qui est Machereau, qui avait fait comment ça s'appelle, Chlorophylle, et qui va faire Chaminou dans Spirou, puis Sibylline. Donc les deux vont faire une histoire. Dans les années 30, dans les années de la Prohibition. Et celle-là, j'ai fini par le trouver. Je sais pas, ça m'a pas laissé un grand souvenir. Et un scénariste débutant va lui permettre de faire une série qui va durer. Donc Covin, scénariste débutant à l'époque, hein. Après c'est devenu un sacré pilier de journal Spirou. Mais bon, là, Yvan Delporte, en tant que rédacteur en chef, est parti. Il portait pas dans son cœur Covin. Et donc Covin a pu débuter après. Et donc ces deux personnages qu'on suit qui sont des gorilles du temps de la Prohibition. Après c'est pas mal de l'aventure humoristique et puis bon bah ça finit un peu par ouais des fois d'être de la grande pantalonnade quoi. Moi j'ai vraiment accroché à celui-ci ils vont s'occuper, ils vont être dans un pensionnat de jeunes filles, mais des jeunes filles un peu spéciales, toutes des jeunes filles de mauvaise famille, quoi, des filles de bandits et qui vont prendre toutes les tares de leur père. Donc, elle est comme son père, elle est pyromane. Il y en a certaines qui sont dans l'espionnage, qui sont kleptomanes. Et puis, bon, il va arriver une histoire, un enlèvement d'une des filles, mais elles sont vraiment le côté hystérique des filles avec les défauts de leur père. J'ai trouvé ça franchement drôle. Après, j'ai eu du mal. J'ai eu un passage à vide sur cette série-là. J'aimais plus ou moins. Et puis, j'ai fini par redécouvrir. Bon, là, bon, il y a le côté classique du personnage qui est un sosie d'une star de cinéma que j'ai trouvé bien drôle, quoi. Et j'ai eu la chance à l'époque, hop, un petite dédicace. Ah, je la remonte, voilà. Il me l'a dédicacé, c'était chouette. Ça a été fait ça sans chichi à l'époque. Et donc, cette série-là a duré 40 albums. Et donc Berk a fini par prendre ce qui est rare chez les dessinateurs, qui a pris sa retraite. Donc il a arrêté de dessiner.
Ça a été un autre auteur qui a repris un petit peu la série. Et ça s'est terminé au numéro 40. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à montrer. C'était finalement c'était assez énorme quoi. Et bah je cela j'ai pas encore lu par l'autre dessinateur. Et ouais ouais, oui bah, j'ai une tendresse hein. Si je me suis fait appeler le geek belge, c'est que ouais j'aime bien les belgeries hein. Et donc mon intérêt a été ouais à monter et descendu et puis bon ben en cherchant par-ci par-là j'en ai trouvé pas mal des albums et je crois que je vais continuer à les chercher parce que ça me fait plaisir. Bon allez ça sera tout pour cette fois-ci. Allez à la prochaine.